Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle encore Tour de France et je vous propose qu'on débriefe les deux dernières étapes, celle de mardi et mercredi, donc celle qui arrive au Lioran, puis celle qui arrive à Amnevers, et ensuite on fera la preview des 4 étapes à venir, donc jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'au week-end dans les Vosges et au plateau de Soulaison où ça va être vraiment super sympa à suivre. Donc on commence direct avec le débrief des deux dernières étapes. Déjà cette étape au Lioran, le 14 juillet. On en attendait beaucoup. On aimait beaucoup le profil. On se disait quand même que ça serait peut-être plutôt pour les favoris. On se disait que la UAE voudrait contrôler pour aller la chercher. Et effectivement, ça a été le cas. En plus, Pogacar voulait, soi-disant, prendre sa revanche un petit peu sur ce qui s'était passé il y a 2 ans quand Vingegaard était venu le chercher sur la ligne Lioran. Et donc, on a eu quand même une belle échappée qui est partie à l'avant. Mais l'écart n'est jamais resté très élevé, hein. Franchement, c'était compliqué pour ces échappées-là. Et donc le peloton est très vite revenu euh, sur les échappées. Et par contre, après, c'est un peu ralenti. On n'a pas trop compris ce qui se passait. On a un moment eu Richard Carapace qui a attaqué. C'était une super attaque de Carapace dans le Puy-Marie, en pur grimpeur. Franchement, ça fait plaisir. C'est dans le genre de moment qu'on vibre un peu, parce qu'il faut dire que jusqu'à ce moment-là, on s'était un peu ennuyé. Mais franchement, cette attaque de Richard Carapace, elle faisait très plaisir. On s'y attendait un petit peu, mais elle est venue. Il est passé en tête au Puy-Marie, et puis ensuite, il y avait le col de Pertus. Et là, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Déjà dans la descente, c'était la Décathlon qui était devant. Ils ont voulu vraiment minimiser les risques. On savait que la descente était un peu dangereuse. Il y avait du goudron un peu en train de fondre, donc il fallait rester prudent. La Décathlon a voulu le faire, ils ont eu vraiment raison. Même s'ils ont perdu un peu de temps sur Richard Carapace, mais bon, finalement, on voit que c'était pas super important. Et donc, sur cette étape-là, à un moment, on se dit, bah, UAE va attaquer, c'est le moment. Et pourtant, on sent que la UAE veut pas trop rouler. Et on comprend pas trop ce qui se passe. Pourtant, on sent bien que Pogacar est fort, mais en fait, on n'avait pas compris à ce moment-là que Del Toro n'était pas très en forme, et ça, on pouvait pas le savoir. Et donc, la UAE mettait un faux rythme pour que Del Toro n'explose pas. Et à un moment, c'est la Visma qui roulait avec Piganzoli. Il y avait peut-être plus que 10-15 coureurs à ce moment-là dans le groupe principal. Et puis, bon, bah finalement, Pogacar a mis une attaque thermonucléaire dans le col de Pertus. Il a repris, je crois que c'est 45 secondes à Richard Carapace. Si je dis pas de bêtises, c'est en 2 minutes 15. C'est complètement fou. Il a déposé tout le monde, personne n'a essayé de le suivre, même pas Vingegaard. On a très vite compris que c'était complètement foutu. Hem et donc Pogacar allait chercher facilement Carapaz, mais avant même le sommet, et ensuite il l'a déposé dans le sommet, il a fait la descente à fond et il est allé chercher une victoire très logique au Lioran. Et derrière, bah, on est resté plutôt groupé. Vingegaard a tiré tout ce monde-là, que ce soit, dans le col de Pertus et dans l'ascension finale. Et finalement, on a eu un petit sprint dans lequel est revenu d'entre les morts Remco Evenepoel, qui lui avait du mal sur les montées. Là, c'était plus un sprint de punch, et il a su se remobiliser pour aller chercher la deuxième place, juste devant Paul Sexas, qui fait une très belle troisième place. On a Lipovic qui fait 4. Donc Lipovic, c'est marrant parce qu'à un moment, on s'est dit, il va prendre l'ascendant sur Remco, parce qu'il était devant Remco dans l'ascension finale, mais finalement, c'est Remco qui le finit devant. Toujours le duo de la Lidl Trek, un très solide, Ayuso Skjelmose. Alors, ils prennent pas de relais, ils attaquent pas. Ils sont juste défenseurs, on va dire. Mais ils sont toujours là. Donc voilà, très solide. Et surtout, ils finissent tous les deux devant Vingegaard. Donc Vingegaard qui a tracté tout ce joli monde pendant les 2 dernières ascensions et qui se fait avoir au punch. On en reparlera juste après. Je pense que c'est très grave hein, qu'il perd du temps à ce moment-là. Et Isaac Del Toro, donc qui finit à 1:31, donc c'est 1 minute derrière Remco. Quand même à noter. Et dans ce groupe-là, on avait Pidcock et Martinez juste derrière. Donc Lenny Martinez qui a enfin perdu un petit peu de temps, mais pas suffisamment à mon goût parce qu'il reste dans la lutte au classement général. Et a priori, il s'oriente plutôt vers un top 10 au classement général que pour aller chercher des victoires d'étape ou un maillot à poids. Donc voilà pour cette étape du Lioran avec le principal enseignement, c'est quand même cette petite défaillance d'Isaac Del Toro. Et puis Vingegaard qui perd du temps sur les autres parce que bah, il s'est fait la peau pour tracter tout le monde dans les ascensions d'avant. Et Pogacar ne prend que 32 secondes à Evenepoel sur ce terrain-là. Mais bon, il n'y avait pas vraiment de quoi non plus prendre des minutes à tout le monde, donc on va pas en tirer de trop grosses conclusions non plus. Étape du lendemain, entre Vichy et Nevers, on avait dit attention à la pluie, ça risque d'être glissant. Ça l'a été, on n'a pas eu de très très grosses chutes. Je crois que c'est Georg Zimmermann qui s'est fait un peu mal à un moment, mais ça reste assez superficiel. Une échappée qui part à l'avant, on a eu quand même une grosse bataille pour aller chercher l'échappée. On a vu un moment Van Der Poel qui était parti à l'avant. Finalement, c'était Mathis Lebert, Julien Alaphilippe, Anton Charming et un quatrième coureur dont j'ai oublié le nom, que je vais vous retrouver tout de suite, qui était à l'avant. Donc
C'était Nelson Oliveira de la Movistar exactement. Ils ont résisté, à un moment, Alaphilippe a pété, Alaphilippe voulait être à l'avant parce on passait pas très loin de chez lui, à Saint-Amand-Montrond. Mais waouh, compliqué hein, le niveau d'Alaphilippe sur cette étape-ci. Et globalement sur le Tour de France, on voit que c'est un coureur en fin de carrière. Et ça fait vraiment mal au cœur de le voir aussi impuissant comme ça. Mais bon, bref, on revient sur l'échappée. Et finalement, c'est un sprint. Sprint lancé par l'ami de la Decathlon CMA CGM, Caseball. Plutôt bien lancé. Mais Olaf Koy décide de faire la cassure. Et finalement, c'est Soren Warnskjöld qui arrive un peu en filou et qui vient d'abord reprendre Caseball et puis ensuite sprinter pour la victoire. D'ailleurs, Olaf Koy fait 2, Philipsen 3. Il a été déclassé puis reclassé, si je dis pas de bêtises. Binyam Girmay 6. Turgis 7, Russo 8. Ça, c'est très cool pour nos Français. Mats Pedersen 11 et Tim Merlier 15. Tim Merlier n'a pas vraiment pu sprinter sur cette étape-ci. Notez aussi Max Kanter qui fait 18e. On pouvait un peu le citer parmi les favoris aussi, mais voilà. Donc sprint un peu compliqué pour certains. Je vois même un Phil Bauhaus qui fait 24, Pavel Bittner 23. C'était assez étroit dans le final, mais finalement ça finit à Soren Warenskjöld. Et je crois qu'on peut le dire, c'est la première victoire un peu surprise de ce Tour de France, et ça fait vraiment du bien. Surtout pour une équipe là, comme la UNOX qui a été beaucoup à l'attaque sur ce Tour de France, qui a tenté encore une fois là sur cette étape-ci. Ils envoient un coureur à l'avant, Anton Charming, et pourtant ça les empêche pas de gagner au sprint. Donc ça c'est la très très belle histoire. Et puis en plus Soren Warenskjöld c'est quand même un coureur assez attachant. L'immense viking norvégien, très très lourd aussi. Et donc voilà pour ce sprint qui est remporté par Warenskjöld. Et pour une première fois, c'est pas un favori qui gagne, notamment parce que Tim Merlier n'était pas super bien positionné. Donc étape plutôt rafraîchissante, on va dire. Par contre, elle s'est courue à une vitesse folle. Vous avez forcément dû le voir, c'était la vitesse record sur un Tour de France, à près de 51 km/h de moyenne. Voilà, c'est complètement cinglé. Ça roule à une telle vitesse, surtout qu'il faisait encore chaud, hein, même s'il y avait eu un peu d'orage. Il faisait chaud, il faisait lourd, donc bravo aux coureurs quand même pour cette performance-là. On en profite pour faire un bilan, donc tout d'abord au classement général, parce qu'on l'a dit, après l'étape du Luran, ça a un peu bougé. Donc Pogacar a désormais 3 minutes 36 d'avance sur Vingegaard. Autant dire qu'il y avait déjà pas match, là il n'y a plus du tout match. En revanche, les autres se sont un peu rapprochés de Vingegaard, et on a Remco qui a 4,06, donc à seulement 30 secondes de Vingegaard, pas très loin derrière. Juan Ayuso, pas très loin derrière Sexas et Lipovic, un peu plus loin derrière, donc à 1 minute et 2 secondes du podium d'Evenpool, on a Isaac Del Toro, qui est pas mal reculé mais qui est encore dans le jeu. Skelmose à 5,45, il est 8ème. Lenny Martinez 6,34. Et ensuite le 10ème c'est Tom Pidcock désormais à 11,49. Donc ça fait quand même des sacrés écarts. À noter quand même que du coup Isaac Del Toro recule. Alors est-ce que ça sera un peu définitif pour lui? Je sais pas trop. Il faut dire qu'il avait plutôt bien géré sur le Giro, où il était fort pendant les 3 semaines. Là, quand on a vu la forme qu'il affichait sur le Tour Auvergnat, on s'est dit, oh là là là, ça va être compliqué. Et là, sur cette étape-ci, pourtant, c'est un profil qui lui convenait bien sur le papier, hein, l'étape du Luran. Il lâche, alors qu'il n'a pas fait d'effort, même si je l'ai vu quand même un moment remonter des bidons. Je pense qu'on peut quand même dire que il est très jeune. C'est son deuxième grand tour. C'était le lendemain d'une journée de repos. Il peut se passer des choses. Et voilà, il se peut passer une petite différence pour Isaac Del Toro. C'est pas grave, il y a encore énormément d'étapes de montagne, il y a un chrono derrière, donc il y aura du temps à reprendre. Mais il faut juste que ça soit pas l'indicateur d'une forme décroissante. Et ça, on le saura seulement, je pense, samedi et dimanche. Donc on verra où en est Isaac Del Toro, mais après la première semaine, on l'imaginait sur le podium. Et là, les cartes sont vraiment rejouées pour ce podium. Et j'ai aucune certitude, moi, maintenant, que Isaac Del Toro sera bien placé au classement général. Parce que si ce qu'on a vu au Lurans, c'est symptomatique de la forme qu'il est en train de prendre, ça risque d'être compliqué au classement général pour faire mieux que cette 7ème place. Alors Remco prend un peu de temps, mais on a vu qu'il était moins fort en montagne que Lipovic. Moi j'attends quand même la vraie haute montagne, hein. Là sur les étapes du Markstein et l'étape du plateau de Solaison, ça n'aura rien à voir. Je pense que Vingegaard va mettre une pile à tout le monde. Et ensuite derrière on verra comment ça se battra entre, je pense notamment Lipovic et Sexas, avec peut-être Ayuso dans la bataille. On verra si Del Toro est capable de tenir. J'ai peur que Remco pardon, soit un peu en derrière. Pareil que Mathias Skelmose. Mais donc ce qu'il faut noter aussi, c'est que Lenny Martinez reste placé au classement général, 9e à 6,34. Donc pour lui, ça veut dire pas d'échappée. Et donc maintenant, ça veut dire une croix sur le maillot du meilleur grimpeur, dont on parlera juste après. Et quand même, côté français, Paul Sexas est 5e. Il est seulement à 30 secondes du podium. C'est quand même une très belle perf. Donc bravo Paul, celui qui a couru pour l'instant depuis ce début de Tour de France à la perfection. Il faut dire quand même qu'il a perdu pas mal de temps sur le chrono par équipe.
par rapport à tous les autres gars, par rapport à Vingegaard, à Remco, Ayuso, même à Lipovic. Donc là, pour l'instant, c'est un début de course parfait pour Paul Sexas. On l'a pas vu attaquer, mais il a 19 ans, on va un peu se calmer. Et surtout, la haute montagne n'a pas encore commencé. Donc voilà pour le classement général. Et franchement, moi, je me fais pas trop de soucis pour Vingegaard, même si là, il a lâché un peu de temps. Il avait fait des efforts là où les autres n'en avaient pas fait. Surtout que c'était sur des pentes pas si élevées, donc il y avait quand même un phénomène d'aspiration qui était important. Et je pense qu'en haute montagne, même s'il est peut-être en forme décroissante, ce qui est franchement pas impossible, il reste quand même dans une classe qui est différente des autres. Donc je pense qu'il devrait pas trop se faire de soucis non plus pour sa deuxième place au classement général. Classement de la montagne, donc classement du meilleur jeune d'abord. C'est Ayuso maintenant qui est maillot blanc, 13 secondes d'avance sur Sexas, 46 sur Del Toro. Donc ça va être très serré entre les trois, hein. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Maillot du meilleur grimpeur, je le disais, donc Pogacar reste en tête avec 42 points. Le deuxième, c'est Vingegaard avec 27. Et ensuite, il faut attendre la troisième place de Richard Carapace qui n'a seulement que 19 points. euh, Quasiment tous glanés sur l'étape du Luran. Après, il faut dire qu'il n'avait pas encore vraiment lancé sa course au poids, Richard Carapace. On verra sur l'étape du Markstein ce qu'il est capable de faire. Valentin Paré-Peintre est quatrième à 18 points. Donc pareil que Carapace, on peut dire, mais je le vois pas trop capable de jouer ce maillot aussi. Et sinon, Alex Baudin est septième à 16 points, mais il a dit en fait, j'avais pas envie de jouer ce maillot, il m'est un peu tombé dessus par hasard, donc compliqué. Et puis Lenny Martinez, quand même, il faut en parler. Huitième à 16 points aussi, mais de toute façon, avec sa position au classement général, ce sera pas possible d'aller jouer ce maillot. Et au niveau du maillot du meilleur sprinter, c'est très intéressant. Pedersen est premier, avec 317 points. Euh, il en a pas marqué beaucoup sur l'étape de Nevers. Il en a marqué au sprint intermédiaire, mais pas beaucoup à l'arrivée. Parce qu'à l'arrivée, on le rappelle, il fait seulement 11e. Mais son plus principal adversaire, c'est Binyam Girmay, il a fait 6e, ce qui est pas exceptionnel non plus. Philipsen est encore un peu dans la partie, il a fait 3e, et par contre Merlier n'a pas marqué de points quasiment. Donc on peut désormais éliminer Merlier de cette course au maillot vert, parce qu'il n'y aura plus qu'un gros sprint, a priori, donc Merlier ne joue plus ce maillot vert. En revanche, du coup, donc je disais, Binyam Girmay, lui, il est à moins de 50 points de Mats Pedersen. Il va plus vite sur les sprints massifs, donc demain il peut reprendre des points à Mats Pedersen. Il faudra qu'il fasse des top 3, hein, parce que là, 6e, ça suffit pas. Et au sprint intermédiaire, il y a moyen qu'ils se titillent un peu les deux sur certaines étapes vallonnées, donc ça peut être très cool à suivre. Et Philipsen, quand même, a un rang derrière. Il est à 255, mais je le vois un peu moins capable de jouer les sprints intermédiaires que Girmay, même si c'est à peu près du même niveau. Ça commence à faire un petit peu loin. Après, sur les arrivées massives, il a peut-être parfois une meilleure chance que Binyam Girmay, je sais pas trop. Et là, sur cette étape-ci, Philipsen était meilleur que Girmay, mais je pense qu'en régularité, Girmay est quand même devant. Donc, favori quand même Pedersen, on va pas se mentir, mais attention à Girmay, et pourquoi pas Philipsen en arbitre ce maillot vert. Voilà, je vous propose qu'on passe directement aux étapes qui suivent. Donc on va débriefer, on va faire pardon, la preview des 4 étapes qui arrivent, en commençant par cette étape qui arrive à Nevers, Manicourt. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est une étape de sprint, et il y a des petites bosses, certes, avant ce sprint, mais ça sera très clairement un sprint. Euh, je vois pas un monde dans lequel ça échappe aux équipes de sprinters, surtout que c'est le dernier sprint de ce Tour de France. En tout cas, le dernier sprint assuré. Donc pour moi, c'est un gros sprint à Chalon-sur-Saône. Et je vois franchement mal comment ça pourrait être pour une échappée. Même si on a vu qu'il y avait des gars comme Casper Asgreen qui étaient motivés, Van Der Poel qui partait aussi dans les échappées. Pourquoi pas avec un Abrahamsen? On sait que les Uno, ils vont encore tenter des coups. Donc on peut pas dire jamais, mais je pense que ça sera quand même un sprint massif et tout le monde sera là. Et donc bien évidemment, Merlier est le favori là-dessus. Mais attention à Coy. Coy, on a vu qu'il allait très vite sur les sprints plats. Faudra qu'il ait un peu plus confiance en Caseball quand même, on va pas se mentir. Et puis on suivra avec attention vraiment les positions pas de Max Canter, pardon, de Jasper Philipsen et Binyam Girmay, classement du maillot vert. Et côté français, bah, on a eu pas mal de top 10 là de Clément Russo, Anthony Turgis aussi, donc pourquoi pas encore des top 10 pour ces coureurs-là. Voilà pour l'étape 12, donc l'étape de jeudi qui arrive à Chalon-sur-Saône, l'étape de vendredi part de Dole et arrive à Belfort. C'est tape tout du long, jusqu'au sprint intermédiaire au kilomètre 137 qui est à Mélisée, donc la ville de Thibaut Pinot. Ensuite, on monte le col des Croix, troisième catégorie, c'est pas très dur. Puis le ballon d'Alsace, donc ça, le ballon d'Alsace, c'est une vraie difficulté. 9 km à 7% de moyenne, c'est pas pour rien. Et ensuite, on redescend tranquillement jusqu'à Belfort. Il y a donc le sommet du ballon d'Alsace, il est situé à 30 km de l'arrivée. Et je trouve que c'est super intéressant parce que
tout va se jouer dans ce ballon d'Alsace. C'est un vrai col de montagne, donc ça plaît aux grimpeurs. Ils pourront se mettre en avant dans ce ballon d'Alsace. Il faudra pas tergiverser, parce que les écarts seront pas non plus abyssaux. Ensuite, derrière, il y a 30 kilomètres pour arriver à Belfort. Il y a de la descente. Il y a du plat où il faut rouler fort. Il y a un petit faux plat là, à 3-4 kilomètres de l'arrivée pour les dernières attaques. J'aime bien ce profil. Surtout que les 140, 150 premiers kilomètres sont tout plats. Donc c'est une échappée plutôt de mecs qui sortent sur du plat qui va se mettre en place. Donc pas forcément des très très bons grimpeurs. Et pourtant, pour gagner cette étape-là, il faudra à la fois bien grimper, avoir une bonne pointe de vitesse et aussi être un bon rouleur. Donc je trouve que c'est excitant. Il y a beaucoup de profils qui peuvent gagner. Il faudra être complet, c'est sûr. Je pense qu'il va y avoir une énorme bataille pour aller dans l'échappée parce que là, c'est l'étape de baroudeur de la semaine, c'est sûr et certain. Donc ça va batailler dur. On peut même peut-être imaginer voir un Français s'imposer. Je vous avoue qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions dans lesquelles je vois un Français gagner. Pour l'instant, là, ça peut être une de ces étapes-là. On va pas se mentir, ça dépendra beaucoup aussi de la Lidl Trek. Je pense que l'arrivée est trop dure pour Pedersen, mais on sait jamais. On verra comment ils veulent jouer le coup pour le sprint intermédiaire parce qu'il est très très loin. Donc on verra si les meilleurs, si les Philipsen, Girmay et Pedersen se mettent dans l'échappée. On verra comment ça va se dérouler pour eux. Parce qu'ensuite, on le rappelle, il y aura un week-end montagneux. Il faudra donc pas finir hors délai, mais il y aura pas de sprint à jouer. Donc on peut un peu tout donner là sur cette étape qui arrive à Belfort. Et on verra comment va la jouer la Lidl Trek. Ça peut être sinon pour Quinn Simmons plutôt ou Matthias Vacek. Ils ont déjà aussi beaucoup bossé depuis le début du Tour de France, donc je sais pas trop dans quelle forme ils sont. Côté Red Bull Bora, moi j'ai noté aussi Jan Tratnik qui peut briller là-dessus, pourquoi pas Maxime Van Gils. Même si Van Gils, on ne l'a pas trop vu depuis ce début de Tour de France. Quand on voit cette étape, on pense forcément aussi à la IF. Là, il y a deux profils qui ressortent quand même. C'est Alex Baudin et Ben Illy. Moi, je crois fort en Alex Baudin sur cette étape-ci. Je prie pour qu'il soit à l'avant. C'est quand même un coureur qui arrive assez facilement à se positionner dans les échappées. Et le profil lui convient bien. Donc, allez, Alex. On pense évidemment à la Ineos quand on voit ce profil-ci. Et je pense qu'il y a plusieurs profils qui peuvent aller briller sur cette étape-là pour la Ineos. Et pourquoi pas Filippo Ganna en vrai. Pourquoi pas Ganna? Sinon, je verrais bien du Tobias Foss ou encore du Kevin Vauquelin. Le problème, c'est que Vauquelin, je suis pas sûr qu'il ait les jambes pour aller gagner. Donc, mais ça peut être une belle équipe. Pourquoi pas Stuyven pour l'équipe Soudal Quickstep qui va changer de nom d'ailleurs l'an prochain. Côté Alpecin, je sais pas si Van Der Poel va être capable de passer cette difficulté. Je pense que c'est trop dur pour lui. Et il y en a un qui va très bien chez Alpecin de Koninck, j'en parle tout le temps, vous le savez très bien. C'est Ramsès De Bruyne. Et franchement, s'il peut être dans cette échappée-là, ça sera un très très gros client. Je me demande, est-ce que des profils comme Matthews et Magnus Cort peuvent passer là-dessus? Je sais pas trop, je pense que c'est un peu trop dur quand même, c'est un peu le même problème pour eux que pour Pedersen, donc on verra bien dans quel wagon se situe Mats Pedersen, Magnus Cort et puis Michael Matthews. Pourquoi pas Marco Frigo pour la NSN. Dans l'échappée, il pourrait y avoir Girmay, hein, donc on pourrait chercher les points. C'est aussi une étape, pourquoi pas pour la Movistar. J'ai vu un Romo excellent sur l'étape du Luran. D'ailleurs, c'est un énorme scandale qu'il n'ait pas eu le prix de la combativité. J'ai adoré l'attaque de Carapace, bien évidemment. Mais l'étape qu'a fait Romo, c'était complètement fou. Il est récompensé de que dalle, ça c'est terrible pour lui. Mais donc je vois bien Romo sur ce profil-là encore, pourquoi pas Castrillo, c'est un peu le même style. Et puis Raúl Garcia Perana, qu'on a vu dans beaucoup d'échappées depuis le début. Je vois bien des coureurs de la Loto aller briller. Alors j'allais dire Georg Zimmermann, mais il a chuté aujourd'hui, donc peut-être pas. Jeno Bergmoes, peut-être, même Liam Slock, je le connais pas très bien. Je pense que c'est un peu trop dur pour lui, mais je suis pas totalement convaincu. Et sinon, je vois bien Lennart van Etvelt sur cette étape-ci. Même si je crois que Lennart, il a chuté aussi sur l'étape du Luran, donc à surveiller son état de santé. Je vois bien Yon Izagirre pour la Cofidis. Est-ce que Pidcock va jouer cette échappée-là? Ou est-ce qu'il va jouer celle du lendemain? Je sais pas trop, on verra. Côté FDJ, je verrais bien Romain Grégoire et Quentin Paché, mais c'est des étapes qui leur convient bien. Je pense que le lendemain, pardon, dans l'étape du Markstein, on aura d'autres profils pour la groupe MFDJ. Mais Romain Grégoire, je sais pas dans quel état de forme il est. Donc, gros point d'interrogation. Je vois bien Nicolas Breuillard pour la Total Energy. On a vu qu'il était bon quand ça montait, donc pourquoi pas. Peut-être avec un Matteo Vercher. Après, il y a Jordan Jeged dans l'équation, mais c'est pareil. Lui, je m'interroge s'il aurait pas plutôt intérêt à sortir sur l'étape du lendemain. Et puis, peut-être, pourquoi pas Frank Vandenbroek pour la Picnic qui fait une saison compliquée, un Tour de France compliqué. Et je pense que c'est peut-être le meilleur coureur, donc on verra comment ça va se goupiller pour eux. Et je me pose la question de savoir si UAE, Visma ou Decathlon vont laisser une carte dans l'échappée, parce qu'on est à la veille d'un week-end très montagneux, très compliqué.
Et j'ai peur qu'on vampirise un peu les équipiers pour dire non, il y a un gros week-end qui arrive, donc vous restez dans le groupe tranquillement. Donc on verra comment ça va se passer pour ces grosses formations-là. Mais en tout cas, étape très, très, très sympa à suivre. Moi, je serai dans le ballon d'Alsace, je pense. J'irai voir cette étape-ci et je pense que j'irai au sommet du ballon d'Alsace. Et j'espère voir des échappées. Et donc Alex Baudin, mon petit favori, passer au sommet en tête de ce ballon d'Alsace. Étape du lendemain, vraie étape de montagne dans les Vosges, qui fait très plaisir entre Mulhouse et le Markstein. 155 km, et pourtant près de 4000 mètres de dénivelé positif. C'est une vraie étape de montagne. Ça arrête pas de monter, ça arrête pas de descendre. Euh, pour moi, c'est une étape plutôt pour les échappés. On aura de la bagarre au classement général, mais pour moi, les favoris iront peut-être pas chercher cette étape-là, parce que je pense que UAE visera celle de Solaison. Après, ils peuvent gagner les deux. On va pas se mentir. Mais là, je me dis qu'il y a moyen pour les échappés d'aller gagner cette étape-là. Et l'étape de Solaison sera vraiment plus propice pardon, à un contrôle de la part de la UAE. Et je suis pas sûr que des favoris se donnent à fond sur cette étape-ci, de très loin, alors qu'il y a l'étape du plateau de Solaison qui est terrible le lendemain. On a beaucoup d'enchaînements montagneux, et donc je pense qu'on aura très clairement une échappée de grimpeurs, et surtout parce qu'au bout de 20 km, on est déjà dans l'ascension du Grand Ballon, donc ils sont en deux temps, Grand Ballon d'Alsace, 21 km à 5% de moyenne. C'est long, il y a des replats et tout, donc c'est dur. On passe une première fois sur la ligne d'arrivée au Markstein, on redescend, on prend le col du Page, deuxième 4, on redescend le Ballon d'Alsace, première 4, donc le même que la veille. On descend un peu de vallée, là on a des petites montées non répertoriées, et on finit avec le col du Hag. Col du Hag, c'est pas n'importe quoi, c'est très dur. Et ensuite, on a quelques kilomètres de plat pour arriver jusqu'au Markstein, donc l'arrivée. Et le col du Hag, c'est 11 km à 7% de moyenne, mais c'est pas du tout continu. Le dernier kilomètre et demi est à 10% de moyenne, donc il y a un mur pour finir. Il y a un petit replat avant ce mur. Et aussi au kilomètre 3-4, on a une descente à un moment, donc ça fausse les pourcentages. En vrai, on est plus sur du 10 km à plus de 8% de moyenne. Et après cette étape-là où on n'aura pas eu de répit, ça va être franchement très difficile. Et donc, en fait, quand on arrive au sommet du col du Hag, on a encore 6 km à peu près plat pour aller à l'arrivée. Donc là, on verra comment ça se fait. Soit on a des favoris qui sont esselés, donc là, les plus forts vont creuser, ou soit ça va se regrouper en petits groupes et il faudra être collaboratif pour gagner du temps sur les autres et ne pas en perdre sur ceux devant. Et surtout, je pense qu'il faudra pas être totalement cuit au sommet, parce que ça descend pas. Et il y a 6 km à faire. Donc, franchement, étape très sympa, je trouve, dans son scénario. Et je pense que clairement, Pogacar va partir tout seul dans la montée du Hag, va aller chercher peut-être l'étape ou pas, parce que j'espère qu'il y aura une échappée devant. Et les autres derrière, on verra comment ils seront éparpillés, on verra leur vrai niveau en montagne, parce que là, c'est la vraie première grosse étape de montagne avec des enchaînements. Et cette étape, elle est aussi importante pour le maillot à poids, parce qu'on a 3 cols de première catégorie et un col de deuxième. Donc il y a des gros points à aller chercher pour ce maillot-là. Et donc bien évidemment, il y a un nom qui va avoir une pancarte immense sur cette étape-ci, c'est Richard Carapace. Déjà parce qu'on a vu sa forme, parce qu'il est loin du classement général, donc il peut sortir quand il veut, et aussi parce qu'on sait que c'est un objectif annoncé d'aller chercher la victoire d'étape et les points du meilleur grimpeur. Donc la pancarte de Richard Carapace, elle va être colossale sur cette étape-ci. À noter quand même que l'échappée partira pas tout de suite parce qu'on a un sprint intermédiaire au bout de 12 km. Donc sprint en faux plat montant. Donc là, ça va se battre très dur entre Pedersen, Girmay et Philipsen. Et après, on pourra faire grouper tout tranquillou. Et il y aura une échappée de grimpeurs qui sortira juste après. Je pense qu'on peut avoir tous les grimpeurs qui sont pas dans le top 12. Donc tous les gars du genre Jordan Gega, Tobias Allan Johannessen, machin, etc. Ilan Van Wilder. Est-ce qu'on peut avoir ceux qui sont mieux placés? Donc je pense à du Bernal, Pidcock. Est-ce qu'on leur laissera un bon de sortie? Donc je sais pas trop. Est-ce qu'on mettra des équipiers à l'avant pour les équipes de favoris? Ça serait quand même super à viser. Parce qu'il y a 6 derniers kilomètres plats au sommet du col du Hag. Et si à ce moment-là on a un équipier, ça peut faire la diff. C'est super important, au moins aussi bien que faire la montée en bonne gestion. Mais je sais pas si on laissera les coéquipiers des plus grosses équipes sortir dans l'échappée. On verra comment ça va se passer. Et puis il faudra quand même basculer au sommet du col du Hag avec les favoris ou avant. Et ça, c'est pas non plus gagné, même si il y a peut-être une chance qu'on laisse partir une échappée un petit peu fleuve quand même sur cette étape-là.
Donc dans l'échappée, bah, je vois bien évidemment Richard Carapace, c'est sûr et certain. Je le vois accompagné de quelques coureurs parce qu'il faudra creuser sur le peloton. Pourquoi pas encore un Baudin qui pourrait l'aider, un Ben Nili qui pourrait un peu rouler, dans ces étapes-là. Pour, Carapace, je vois bien Derek J du côté de la Lidl Trek. Les autres, c'est soit les leaders, soit Verona. Je pense que Verona, il aura plus un rôle de protecteur. Et Simons, Vacek, Pedersen, ils seront cuits des étapes d'avant, à mon avis. Donc, on les verra pas trop. Je vois bien Higuita et Terrada, les deux grimpeurs de l'Astana, être dans l'échappée. C'est bien évidemment une étape pour la formation Ineos. Alors Bernal, on verra s'il a une carte de sortie. Arensman, il en aura une, c'est sûr. C'est une très grosse carte. Tobias Foss, on a vu qu'il s'était pas mal affûté là, avant en cette préparation du Tour de France. Donc, je pense qu'il grimpe bien. Pourquoi pas Kevin Vauquelin, on verra sa forme. Et même un vrai, un Kwiatkowski dans cette échappée, c'est possible. Donc, très grosse équipe Ineos. Là, ils peuvent aller chercher une victoire d'étape. Pourquoi pas Tibéri s'il se fait la santé, mais je sais pas trop. Il y aura évidemment Valentin Paré-Peintre dans cette échappée-là. On sait qu'il vise le maillot à poids. C'est une étape qui lui convient très bien. Il pourra peut-être pas la gagner parce qu'il n'y a pas d'arrivée au sommet, mais il sera dans l'échappée, c'est sûr. Il pourrait être accompagné de Louis Vervac. Et pourquoi pas de Van Wilder. Mais Van Wilder, il faut voir si on lui laisse une carte parce qu'il est quand même bien placé pour le top 10. Je vois bien Emile Verstringue être dans cette échappée-là pour l'Alpecin de Koenig. Pourquoi pas Ramsès De Bruyne, encore une fois. Euh, J'aurais bien vu initialement Ben O'Connor, mais il est encore tombé là sur l'étape qui arrive à Nevers. Donc, je sais pas dans quel état il est, Ben O'Connor. Déjà qu'il a pas une forme de fou. Si en plus il arrête pas de tomber, c'est compliqué. Et bah, Tobias Allan du NSN s'il a un bon de sortie, Lennart Van Edveld s'il s'est remis, Yanis Voisard, Jordan Jegat, il sera dans cette échappée, je suis quasiment sûr. Et pourquoi pas d'autres Français de la groupe AMFDJ. Je pense à Ewan Kostiou et Clément Bras avant Je pense que c'est les profils les plus idoines pour cette étape-ci. Dans le temps, j'aurais dit un Guillaume Martin, mais là, il a un niveau un peu catastrophique sur ce Tour de France, donc on va faire sans lui. Et on verra si on laisse sortir Tom Pidcock, par exemple. Ce sera une carte très, très importante à suivre. Lennart Van Edvelt, on verra dans quel état il est. Pourquoi pas Heiner ou Bio pour la Movistar. Mais là, je vois bien ouais, une échappée jouer la victoire. Et par contre, je pense pas qu'on ait vraiment un Français capable de la claquer. Parce que s'il y a Carapace à l'avant, s'il y a Pidcock, on n'aura jamais un mec capable de battre ces gars-là. Et donc on verra, première grosse étape entre les favoris au classement général. Peut-être qu'on va un peu se regarder, hein, parce que le lendemain, il y a le plateau de Solaison. Mais en tout cas, ça sera, je pense, une étape très très cool à suivre. Et bah, je serai aussi sur cette étape-ci, j'irai au sommet du Markstein pour les voir passer la première fois après le Grand Ballon et la deuxième fois à l'arrivée. Donc ça sera une journée de vélo très très sympa dans les Vosges. Et enfin, la dernière étape de la semaine, et pas des moindres, puisque c'est l'étape qui part de Champagnole, qui arrive au plateau de Solaison, 183 km, 4000 mètres de dénivelé positif. Sauf que là, c'est beaucoup moins réparti que sur l'étape de la veille. On commence avec un sprint intermédiaire en montée, faux plat montant, au bout de 17 bornes. Donc il y avait une énorme bagarre, encore une fois, Pedersen, Philipsen, Niggermail pour aller chercher ce sprint intermédiaire. Ensuite, l'échappée pourra sortir, notamment dans la Côte des Roses, qui est au début en troisième catégorie. Et par contre, ensuite, on va se rapprocher du plateau de Soulaison sans prendre trop de montagnes. On a à peu près, après la Col des Rousses jusqu'à La Salève, le col de la Croisette juste après, il y a 100 km où il n'y a pas de montée répertoriée. C'est pas totalement plat, mais ça grimpe pas trop non plus. Et ensuite, donc, on a la montée de Salève, euh, très compliqué, hein, très 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 compliqué. 4,6 km à 11% de moyenne, c'est une totale infamie. La chance pour les coureurs, c'est qu'elle est située très loin du plateau de Solaison, cette côte-ci. Je crois que le sommet, si je dis pas de bêtises, est situé à près de 40 km du plateau de Solaison, on va dire 35. Donc ici passera rien pour les favoris, mais c'est extrêmement dur. Ce sera sympa à suivre. Ensuite, on a la côte du Mont, un troisième 4. On peut l'oublier, 2 km à 8%, ça passera pas grand-chose. Et ensuite, on a un replat là, donc allez, on va dire 25 bons kilomètres de plat jusqu'à Bonneville. Et là, à Bonneville, on monte le plateau de Solaison. On l'a déjà eu pendant le Dauphiné. C'est une vacherie, tout simplement. C'est 11 km à 9% de moyenne. Le plus dur au tout début. Les premiers kilomètres sont à plus de 10% de moyenne. C'est l'enfer. Et très clairement, ça sera une course de côte, je pense, pour les favoris. Et je pense que UAE va contrôler cette étape-ci, que Pogacar va s'imposer avec une minute d'avance sur tout le monde, et que les écarts seront complètement fous. Et je pense aussi que Vingegaard va mettre une petite pile à tout le monde sur cette étape-là. Et c'est pour ça que j'ai pas trop parlé de l'échappée, parce que je pense vraiment que c'est un scénario favori.
Et bah, on aura déjà eu des premiers enseignements sur l'étape du Markstein, sur l'enchaînement des cols, et là par contre sur cette montée sèche, on verra qui sont les meilleurs grimpeurs. On verra où est Paul Sexas par rapport aux autres. Surtout que là on pourra tout donner parce que le lendemain ça sera une étape de repos. C'est une arrivée au sommet là, donc faut tout donner et je pense que les coureurs vont pas être loin d'arriver un par un sur ce plateau de Solaison et ça se donnera un très très bon ça sera un très très bon indicateur pardon de la forme de chacun en montagne. Et surtout, ça fera déjà des écarts au classement général qui seront déjà relativement importants. Donc, grosse étape de montagne. Je pense que le scénario sera moins intéressant à suivre que la veille dans l'étape des Vosges. Je pense que l'étape des Vosges, faut presque la regarder en intégralité. Là, cette fois-ci, au plateau de Solaison, bon, regardez l'ascension finale. Regardez le Salève, si vous voulez, pour vous amuser. Regardez le début, parce que les 15 premiers kilomètres vont être très cool avec ce sprint intermédiaire. Mais ensuite, ça sera vraiment une course de côte, à mon avis. Et UE ne fera pas de quartier. Et ça sera très probablement la quatrième victoire de Tadej Pogacar sur ce Tour de France. Voilà, voilà. Et puis ensuite, on se fera un petit bilan pour la deuxième journée de repos. Et on attaquera sereinement une troisième semaine qui, elle, est très montagneuse. Et voilà, donc je vous le dis, moi je pense que l'étape de Belfort, ça sera sympa à suivre parce qu'il y aura des échappées. Mais j'espère qu'on va vibrer sur l'étape du Markstein parce qu'il y a un beau parcours proposé par les organisateurs. Il va y avoir de la grosse bataille dans l'échappée. Et dans le col du Hag, il y aura des écarts entre les favoris, je pense. Donc ça sera très très cool à suivre. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut!